bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, un grand merci à Françoise pour l'invitation à participer à cette série de cours sur le thème de la matière noire et à présenter ce dernier séminaire de la série. Alors, je vais tenter, dans l'heure qui vient, de résumer de la façon la plus exhaustive possible dans le temps imparti les points essentiels des débats actuels sur cette grande question de l'astrophysique contemporaine, qui est aussi une des plus grandes questions, sans doute, de la physique moderne, qu'est ce fameux problème de la matière noire. Alors, comme vous le savez maintenant tous, ce problème peut en fait s'énoncer de façon assez simple, puisqu'il s'agit simplement du fait que le mouvement des objets célestes à l'échelle des galaxies et au-delà, et la trajectoire des rayons lumineux dans l'univers, ne correspondent pas aux effets gravitationnels attendus sur base de la loi de la gravitation telle qu'on la conçoit aujourd'hui, et sur base du contenu de l'univers en matière ordinaire, donc matière essentiellement faite de protons et de neutrons, qu'on appelle la matière baryonique. Donc cela suppose soit qu'il existe une nouvelle forme de matière en très grande quantité, nouvelle forme de matière donc encore à découvrir, soit que la loi de la gravitation doit, au moins en partie et au moins de manière effective, être modifiée aux échelles envisagées, soit une quelconque combinaison de ces deux solutions, combinaison qui est également encore à découvrir. Et donc vous voyez bien que quelle que soit la solution qui sera finalement adoptée et qui sera validée par les données présentes et à venir, ce sera de toute façon, une fois que le débat sera conclu, une véritable révolution de la physique. Alors, avant de continuer, je vais essayer de résumer le plus rapidement possible ce qu'on entend par la loi de la gravitation telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Alors, comme vous le savez sans doute, l'ensemble des phénomènes physiques sur Terre peuvent aujourd'hui, a priori, être expliqués à base de 4 interactions fondamentales, dont 3 sont bien décrites par la théorie quantique des champs, notamment dans le cadre du modèle standard de physique des particules. Par contre, pour la 4e interaction, l'interaction qui nous attire en ce moment vers le centre de la Terre, l'interaction gravitationnelle, on n'a pas à ce jour de description quantique, et donc on sait déjà qu'il faudra sans doute modifier la loi de la gravitation d'une manière ou d'une autre pour la rendre compatible avec la mécanique quantique. Alors ça ne veut absolument pas dire que cette modification aura des conséquences sur les échelles macroscopiques dont je vais parler aujourd'hui, mais on ne peut pas l'exclure non plus. Cette interaction gravitationnelle, en réalité, c'est de très loin la plus faible des 4 interactions fondamentales. Mais par contre, c'est la seule qui agit véritablement à très grande distance, du fait notamment que les masses, dans le cadre de la loi de la gravitation, sont toujours attractives, et donc on ne peut pas réellement échapper à l'attraction gravitationnelle d'une quelconque masse, contrairement par exemple aux charges électriques qui peuvent être attractives ou répulsives en fonction de leur signe. Et donc, de ce fait-là, du fait qu'elle agit à très grande distance et qu'on ne peut jamais véritablement échapper à l'attraction gravitationnelle d'une masse, c'est l'interaction la plus importante quand on s'intéresse aux échelles gigantesques des galaxies et de l'univers en général. Donc c'est vraiment la loi la plus importante pour le problème de la dynamique des galaxies et de la dynamique de l'univers. Depuis, en fait très précisément 100 ans, depuis Einstein, cette interaction gravitationnelle, on ne la décrit plus, on ne la décrit pas à proprement parler comme une force. En réalité, l'interaction gravitationnelle, c'est plutôt simplement l'effet de la présence de masse ou d'énergie sur la géométrie de l'espace-temps. C'est-à-dire qu'un observateur en chute libre dans un champ gravitationnel ne subit à proprement parler aucune force, mais suit simplement des géodésiques dans un espace-temps courbé par la présence de masse. Donc, par exemple, la Terre, qui est en orbite autour du Soleil, ne subit à proprement parler aucune force, mais suit simplement des géodésiques, c'est-à-dire l'équivalent d'une ligne droite en espace courbe, dans un espace-temps courbé par la présence du Soleil. Alors, de manière un tout petit peu plus formelle, en relativité générale, puisque c'est de cette théorie-là qu'il s'agit, l'espace-temps est décrit comme une variété à 4 dimensions, une dimension temporelle et 3 dimensions spatiales, variété munie d'un tenseur métrique, G mu, qui va permettre de définir un élément de distance, ds carré, qui va être également un élément de temps propre pour un observateur suivant une trajectoire donnée. Et dans un système de coordonnées données,
ce tenseur métrique peut être représenté par une matrice 4x4, dont les différents coefficients ici vont intervenir dans la sommation sur les indices répétés que vous avez ici, G mu nu dx mu dx nu, qui va définir l'élément de distance. Alors, en espace-temps plat, donc très très loin de toute influence gravitationnelle d'une quelconque masse, on a par définition un espace-temps de Minkowski qui permet de retrouver la relativité restreinte, ou si on se place dans un repère cartésien avec une dimension temporelle qu'on exprime en mètres en convertissant le temps via la vitesse de la lumière en mètres, qui va, donc une dimension temporelle qui va être représentée par l'indice 0 et 3 dimensions spatiales cartésiennes représentées par les indices 1, 2 et 3. Les coefficients de cette matrice vont être non nuls uniquement pour les coefficients diagonaux et vont être -1, 1, 1, 1 et 0 pour les coefficients non diagonaux, ce qui veut dire que par définition, l'élément de longueur d'un trajet suivi par un rayon lumineux va être nul. Et donc, en relativité générale, c'est la présence, en fait, un observateur en chute libre va toujours pouvoir se ramener localement, vraiment localement, infinitésimalement, à une métrique dans un espace-temps de Minkowski, mais la présence de masse va, à une certaine distance de l'observateur, modifier la valeur des différents coefficients de la matrice, et donc va en réalité modifier la géométrie de l'espace-temps. Et donc, pour définir une dynamique en espace-temps courbe, on introduit également une deuxième notion qui est la notion de connexion affine, qui va permettre de définir le transport parallèle d'un vecteur tangent à la variété, en définissant ce transport parallèle comme un transport d'un vecteur dont la dérivée covariante est nulle, donc dérivée covariante qui va utiliser cette notion de connexion décrite ici par un symbole de Christoffel, et du fait que c'est la dérivée covariante qui doit être nulle, eh bien cette connexion va impliquer des dérivées premières de la métrique, et du fait qu'une géodésique va simplement être définie comme une courbe qui transporte parallèlement elle-même son propre vecteur tangent, cette connexion qui implique des dérivées premières de la métrique va intervenir dans l'équation des géodésiques, qui va être l'équation du mouvement d'une particule en espace-temps courbe, et en fait cette connexion va, ma flèche ici, voilà, cette connexion va jouer le rôle de l'accélération gravitationnelle, et puisqu'elle implique des dérivées premières de la métrique, on peut donc dire que la métrique va jouer le rôle, elle, du potentiel gravitationnel. Alors maintenant, reste à définir comment la présence de masse ou d'énergie va influer sur la géométrie de l'espace-temps. Et alors pour ce faire, la manière la plus concise de définir la théorie, c'est d'écrire ce qu'on appelle son action. Alors une action, c'est une fonctionnelle qui dépend des différents champs de la théorie et qui doit être stationnaire pour des variations infinitésimales des différents champs impliqués dans la théorie. Et donc toute théorie peut se résumer de la manière la plus concise qui soit en écrivant son action. Et donc l'action de la relativité générale va s'écrire comme l'action de la métrique plus l'action de la matière couplant les champs de matière à la métrique et donc disant aux champs de matière qu'ils doivent suivre les géodésiques de cette métrique. Et l'action de la gravitation, l'action géométrique de l'espace-temps va être décrite par l'action d'Einstein-Hilbert qui va avoir cette forme-ci où vous reconnaissez la vitesse de la lumière, la constante de gravitation G, donc en fait qui n'ont pas été mises là avec ces coefficients-là par hasard, puisqu'au final, l'idée de la relativité générale est qu'en champ faible, on retrouve la gravitation newtonienne. Et alors, dans l'intégrale de cette action, donc intégrale sur l'espace-temps, vous avez ici un scalaire de courbure, et vous pouvez ajouter une constante cosmologique, dont on sait aujourd'hui qu'on doit l'ajouter pour expliquer l'expansion de l'univers à très grande échelle, l'accélération de l'expansion de l'univers. Maintenant, à partir de cette action, eh bien, il faut que la variation de cette action pour une variation infinitésimale de la métrique soit nulle, ce qui va directement donner les équations d'Einstein. Donc, on va avoir dans le membre de gauche la variation de l'action géométrique de la gravitation par rapport à la métrique, qui va inclure des dérivées secondes de la métrique, notamment dans le cadre de ce scalaire de courbure, et du tenseur de courbure de Ricci ici. Et vous allez avoir, donc en réalité, vous allez avoir la variation de l'action gravitationnelle plus
la variation de l'action de matière qui doit être nulle, et donc vous avez maintenant dans le terme de droite moins la variation de l'action de matière, qui par définition va nous donner le tenseur énergie-impulsion, qui nous donne donc le contenu en matière de l'espace-temps. Et donc de cette manière-là, simplement en écrivant cette action, vous avez complètement défini la théorie, et vous avez les équations d'Einstein qui nous disent comment la présence de masse et d'énergie, comment le tenseur d'énergie-impulsion agit sur la courbure de l'espace-temps. Et donc cette théorie, aujourd'hui, elle est testée avec une extrême précision, à la fois en champ fort, où elle est un petit peu différente de la gravitation newtonienne. Elle a permis notamment, dès le départ, d'expliquer les déviations de l'orbite de Mercure par rapport à la gravitation newtonienne. Elle est donc testée en champ fort ainsi qu'en champ relativement faible, donc pour des accélérations gravitationnelles de l'ordre de ce qu'on a sur Terre. Et elle est très bien testée à des échelles de l'ordre de l'échelle du système solaire. Et donc, par construction, puisque évidemment on savait que la gravitation newtonienne fonctionnait extrêmement bien pour toute une série pour la dynamique gravitationnelle, tant sur Terre que pour la mécanique céleste dans le système solaire, à part pour l'orbite de Mercure, par construction, cette théorie va retrouver la gravitation newtonienne en champ faible, à savoir qu'en champ faible, on peut considérer une toute petite déviation à cette fameuse métrique en espace-temps plat, donc moins 1, 1, 1, 1. On peut considérer une toute petite déviation ici à la métrique en termes du potentiel gravitationnel newtonien, et à ce moment-là, l'équation des géodésiques va nous redonner la seconde loi de Newton, c'est-à-dire que l'accélération va être égale à la force par unité de masse gravitationnelle, à savoir moins le gradient du potentiel gravitationnel. Et pour ce qui est des équations d'Einstein, si on prend le tenseur énergie-impulsion d'un fluide parfait, donc d'un fluide sans viscosité, sans diffusion thermique, qui va être décrit par sa densité, par son quadrivecteur vitesse et par sa pression, tenseur énergie-impulsion qui peut dériver tout simplement d'une action très simple pour un fluide parfait qui va simplement être défini à partir de l'intégrale de sa densité sur l'espace-temps. Eh bien, pour ce tenseur d'énergie-impulsion et pour les équations d'Einstein, on retrouve une équation non triviale pour la composante 0,0, pour la composante temps-temps, qui va être le Laplacien du potentiel égal à 4π0, à savoir précisément l'équation de Poisson de la gravitation newtonienne. Donc, la limite de champ faible de la relativité générale, par construction, c'est la gravitation newtonienne au niveau de la dynamique. Et alors évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est une théorie qui est extrêmement bien testée à ce jour en champ fort et en champ relativement faible, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette limite qui par construction va être la limite de relativité générale, qui est la gravitation newtonienne, est-ce qu'elle est valable en champ extrêmement faible? C'est-à-dire quand vous êtes plusieurs dizaines ou centaines de milliards de fois plus faible que l'accélération gravitationnelle qu'on ressent sur Terre. Et il se trouve que ce type d'accélération gravitationnelle, on les retrouve essentiellement à l'échelle des galaxies, dans les parties externes des galaxies. Et c'est précisément là, dans ces zones où on est dans des champs gravitationnels extrêmement faibles, qu'on ne sait plus vraiment tester la relativité générale, puisque pour la faire marcher, on a besoin de cette fameuse matière noire, de cette fameuse masse manquante, et donc on est un peu dans le problème du serpent qui se mord la queue, puisque pour que les prédictions de la relativité générale marchent, on doit rajouter un élément dont aujourd'hui on n'a pas la preuve absolue de l'existence. Donc très rapidement, parce que donc, Françoise vous a expliqué ça en long et en large dans les cours qui ont précédé, le problème de la masse manquante, en résumé très rapidement, dans le cas le plus simple, qui est le cas des galaxies spirales, eh bien, on va observer la densité de la matière baryonique dans les galaxies, qui va être constituée essentiellement du gaz et des étoiles. Alors pour convertir la luminosité qu'on reçoit des étoiles d'une galaxie en masse, on a besoin de synthèse de population stellaire, de modèles de synthèse de population stellaire qui vont nous permettre de convertir la luminosité qu'on reçoit de la galaxie en masse à partir d'un rapport masse-luminosité qui dépend des modèles d'évolution stellaire, de toute une série de propriétés comme la fonction de masse initiale des étoiles, etc. Donc il y a encore des petites incertitudes sur ce rapport masse-luminosité des composantes stellaires des galaxies, il y en a beaucoup moins pour le gaz. Mais enfin, donc, pas du tout d'un ordre de grandeur qui nous permette de résoudre le problème de la matière noire. Donc on trouve ensuite le potentiel gravitationnel newtonien en résolvant simplement l'équation de Poisson newtonienne pour la densité de matière baryonique. Ensuite, si vous avez du gaz dans une galaxie spirale qui, dans les parties externes, est à peu près exactement
sur une orbite circulaire, à ce moment-là, vous devez avoir un équilibre entre la composante radiale de l'attraction gravitationnelle dans le plan de la galaxie et l'accélération centripète v carré sur r. Donc vous pouvez définir la vitesse circulaire comme la racine carrée de r fois la composante radiale de l'accélération gravitationnelle. Et donc vous pouvez prédire quelle va être la vitesse circulaire qui va être engendrée par la gravitation newtonienne, engendrée par la matière baryonique. Et donc ce qu'on constate, c'est que cette vitesse circulaire est beaucoup trop basse par rapport à la vitesse circulaire qui est mesurée à partir de l'effet Doppler, notamment de l'émission à 21 cm de l'hydrogène neutre. Et ce n'est pas simplement un problème de normalisation, c'est aussi un problème de forme. C'est-à-dire que si vous changez le rapport masse-luminosité de la composante stellaire, vous allez augmenter la vitesse circulaire prédite, mais vous n'allez pas obtenir la bonne forme, puisque la distribution des étoiles dans les galaxies spirales est typiquement une distribution de type exponentiel, alors que la matière noire dont vous avez besoin va plutôt décroître comme R-2 ou R-3 dans les parties externes. Donc changer le rapport M sur L ici ne va pas résoudre le problème. Bien, donc voilà le problème de la matière noire posé. Alors, il ne se limite pas aux galaxies spirales, comme on vous l'a expliqué. On a le même problème quand on regarde la dispersion des vitesses dans les galaxies elliptiques ou dans les petites galaxies naines. On peut déduire qu'on a un problème de masse manquante à partir des effets de l'antigravitationnel, tant dans les galaxies que dans les amas de galaxies. On peut aussi l'observer en regardant les profils de température de gaz chaud à l'intérieur des amas de galaxies. On peut aussi déduire la présence de masse manquante à partir des anisotropies du fond diffus cosmologique. Donc il y a tout un faisceau d'indications qui montrent qu'à l'échelle des galaxies et au-delà, on a besoin de cette masse manquante ou d'une modification de la loi de la gravitation à toutes les échelles. Alors quelles sont en réalité les solutions possibles? Donc on a un problème à grande échelle et il se trouve donc, dans ces parties externes des galaxies là où le champ gravitationnel est extrêmement faible. En fait, 100 milliards, typiquement, 100 milliards de fois plus faible que l'accélération gravitationnelle qu'on ressent ici sur Terre, 100 milliards de fois plus faible et en dessous. Donc, la relativité générale, vous avez l'action de la relativité générale qui est écrite ici, avec une constante cosmologique dont on a besoin en réalité pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. Et la solution qui peut paraître a priori la plus simple, c'est celle qui est aujourd'hui la solution privilégiée. On rajoute à l'action de matière une action pour une matière noire qui va simplement être considérée comme un fluide parfait, sans viscosité, sans diffusion thermique, sans dissipation, avec une pression nulle, donc un fluide de poussière, aucune influence hydrodynamique, et il se trouve qu'il faut qu'elle soit non relativiste au découplage, donc c'est ce qu'on appelle la matière noire froide, pour pouvoir former assez de structures dans l'univers. Et donc avec cette action, vous avez à peu près résumé le modèle standard de la cosmologie. La question qu'on peut se poser, c'est, avant d'attaquer le problème des données, c'est d'un point de vue philosophique, est-ce que ce n'est pas un peu naïf dans le sens où on oppose à une dynamique évidemment extrêmement compliquée de la matière visible une dynamique hyper simpliste de la matière noire. Et en plus de ça, on sait qu'on va devoir peut-être modifier de façon effective l'action de la gravitation, notamment dans le cas de ces extensions quantiques. Et en plus, on aimerait bien éventuellement expliquer la présence de cette constante cosmologique avec la valeur qu'elle a aujourd'hui dans le modèle standard, éventuellement également en modifiant cette action. Et à ce moment-là, vous n'avez pas intérêt, a priori, disons toujours d'un point de vue philosophique, à avoir trop de coïncidences entre la valeur de votre constante cosmologique et la phénoménologie de la matière noire ici. Et d'un autre côté, comme il n'y a pas de relation directe entre cette matière noire et la matière ordinaire, vous n'avez pas trop intérêt à avoir trop de corrélation entre la distribution de matière noire inférée à partir des observations et la distribution de matière visible, puisqu'a priori, leur seule interaction est gravitationnelle et donc on ne s'attend pas à des corrélations très fortes. Et en réalité, pour résoudre les problèmes auxquels on est confronté, il y a en réalité plein d'autres solutions. La première, c'est de modifier l'action de la gravitation, donc de considérer des théories de gravité modifiées. Alors, on peut le faire de plein de manières différentes ici, en considérant des tenseurs d'ordre supérieur. On peut introduire de la non-localité, mais il faut faire attention de toute façon, avant de regarder la phénoménologie, à de très nombreux problèmes théoriques qui peuvent se poser, notamment des problèmes de stabilité de la théorie, qui peuvent se poser lorsqu'on fait ce genre de choses. On peut également ajouter des nouveaux champs
à la gravitation, c'est-à-dire que la gravitation pourrait être engendrée non seulement par un tenseur, par un champ tensoriel d'ordre 2 métrique, mais également par un champ scalaire d'ordre 0, un champ de vecteurs, et puis alors vous pouvez coupler votre matière à une métrique physique qui va être une combinaison minimale ou non minimale d'ailleurs des différents champs donc, que vous aurez rajouté à votre théorie. Vous pouvez également considérer une action plus compliquée pour la matière noire, et ça c'est notamment le type de modèle que vous a présenté Luc Blanchet, je pense, il y a quelques semaines. Donc vous pouvez faire porter un champ de vecteurs qui va être par exemple l'équivalent d'un champ de dipôle, d'une espèce de dipôle gravitationnel porté par votre matière noire. Et en outre, vous pouvez ajouter une deuxième métrique, considérée des théories bimétriques, où vous allez avoir une action pour un autre type de matière ou de matière noire qu'on pourrait appeler matière jumelle, qui va être couplée à une autre métrique, ici G chapeau, et vous pouvez considérer un terme d'interaction entre les deux métriques. Donc il y a énormément de choses qui sont possibles, a priori, et donc pas nécessairement uniquement l'action un petit peu simpliste que je vous ai montré en premier. Donc vous pouvez avoir aussi un mélange de toutes ces différentes solutions, et puis vous pouvez aussi avoir, en plus de toutes ces possibilités, vous pouvez avoir quelque chose de tout à fait différent, avec des théories aujourd'hui qui sont explorées, qu'on appelle gravitation émergente, avec une origine thermodynamique de la gravitation, des gravitations non métriques. Alors là, donc, où il pourrait y avoir encore des choses très très différentes qui pourraient surgir. Maintenant, bon, intéressons-nous directement aux observations. Est-ce qu'il y a des arguments plutôt en faveur de l'une ou l'autre de ces solutions? En réalité, le fameux modèle standard de la cosmologie dont je vous ai montré l'action au début, il est quand même très fortement supporté par les données à très grande échelle, et en particulier par les données du fond diffus cosmologique, donc, qui a été émis quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang, au moment où vous avez un découplage entre les baryons et les photons, qui permettent aux photons d'être libérés dans l'univers. Donc c'est ce qui a notamment été observé par le satellite Planck. Et vous avez ici donc ce rayonnement de corps noir du fond diffus cosmologique, avec des toutes petites variations de température, des variations relatives de l'ordre de 10 exposant -5 dans ce fond diffus cosmologique, qui vont en réalité, ces petites perturbations, être les graines qui vont ensuite croître et former les structures dans l'univers. Et il se fait qu'a priori, si on se place en relativité générale, ces fluctuations sont en réalité trop petites pour créer autant de structures que ce qu'on observe aux petites échelles dans l'univers. Alors ici, vous avez la transformée de Fourier de la fonction de corrélation à deux points des galaxies dans l'univers. Vous avez les données qui sont ici, qui peuvent être mesurées avec des relevés comme le SDSS. Et puis vous avez, si vous n'aviez pas de matière noire et la relativité générale, vous avez ici en pointillé ce que vous prédiriez avec la relativité générale. Et vous voyez qu'en plus du fait que vous n'avez pas assez de clumpiness, donc de regroupement, vous n'avez pas assez de structures en réalité qui ont été créées si vous n'avez pas de matière noire. En plus de ça, vous avez des oscillations acoustiques de baryons, dont Françoise vous a parlé avant, qui sont beaucoup plus importantes que ce qui est prédit quand on a de la matière noire. Et puis quand on regarde le fond diffus cosmologique lui-même, on peut faire une expansion en harmonique sphérique qui permet de regarder les échelles sur lesquelles on a des perturbations. Donc ici, vous avez les échelles en degrés, et ici, vous avez le degré de perturbation. Et donc, ce qui se passe, c'est que, a priori, s'il n'y avait pas de matière noire, on s'attendrait à ce que ces différents pics dans l'expansion en harmonique sphérique soient plus petits, que chaque pic à plus petite échelle. Donc ici, vous voyez, vous descendez en termes d'échelle angulaire, que chaque pic soit plus petit que le précédent, notamment du fait qu'il y a de la diffusion thermique à petite échelle, qui fait qu'aux plus petites échelles, vous allez damper, vous allez réduire vos fluctuations de température. Et il se trouve que le troisième et le deuxième pic ont en réalité la même amplitude, ce qui est a priori impossible à expliquer si on n'a pas un terme de forçage qui va venir d'une composante de matière totalement découplée du fluide baryon-photon. Et ce terme de forçage, on peut l'obtenir grâce à de la matière noire, qui est donc totalement découplée
du fluide baryonique. Et ça, c'est un argument très très fort pour la présence d'un degré de liberté qui est découplé de la matière baryonique, et c'est très difficile à expliquer simplement à partir d'une théorie de gravitation modifiée, où la source du champ gravitationnel est provoquée par la matière ordinaire. Et donc là, vous avez de toute façon besoin d'un degré de liberté en plus qui, s'il n'est pas de la matière noire de type particule, telle qu'on la suppose généralement dans le modèle standard, doit au moins à cette échelle-là se comporter finalement comme un fluide de poussière sans dissipation. Et donc on arrive au modèle standard de la cosmologie, où on a la matière ordinaire qui, donc à partir simplement du fond diffus cosmologique, et en couplant ça avec d'autres données à très grande échelle, comme le spectre de puissance ici des galaxies, on arrive à un modèle où on a, qui est le modèle standard de la cosmologie, qu'on appelle modèle lambda CDM, puisque vous avez une constante cosmologique et de la matière noire qu'on appelle froide. Vous avez la matière ordinaire qui représente 16% de la matière totale, mais seulement 5% du bilan énergétique total, puisque vous introduisez une constante cosmologique qui va être de l'ordre de 10 exposant moins 52 par mètre carré, qui va, si on la convertit dans les équations d'Einstein en densité d'énergie, va représenter à z égale 0, aujourd'hui, 68% d'énergie noire et seulement 32% du contenu énergétique dans la matière, qui est composée donc de matière ordinaire plus noire. Et donc dans ces 32%, vous avez 16% de la matière seulement qui est de la matière baryonique. Donc voilà, ça c'est le modèle standard de la cosmologie qui marche extrêmement bien à grande échelle. Il explique avec une précision confondante avec très peu de paramètres, 6 paramètres le fond diffus cosmologique, et il permet un très grand nombre de prédictions à grande échelle qui marchent extrêmement bien. Maintenant, si on regarde l'échelle des galaxies, est-ce qu'il y a des arguments en défaveur de ce fameux nouveau degré de liberté qui serait simplement un fluide de poussière sans dissipation? Alors, ça, c'est un graphe que Françoise vous a déjà montré auparavant, qui représente la fraction détectée des baryons en fonction de la masse des objets. Donc ici, vous avez des toutes petites galaxies où en réalité, il y a donc si vous avez vous avez la fraction de baryons cosmologique, c'est-à-dire que le rapport baryon sur matière noire correspond à la fraction cosmologique, donc tous les baryons sont présents. Et donc, vous avez ici les amas de galaxies où on est très proche de cette fameuse fraction cosmologique. Par contre, dans les galaxies, comme Françoise vous l'a déjà expliqué, eh bien, on a beaucoup moins de baryons que dans la fraction cosmologique. Et au plus les galaxies sont petites, au moins on en a. Et donc, il se fait que les galaxies, on s'attend à ce qu'elles soient formées par fusion successive de galaxies plus petites. Les galaxies vont être situées dans des environnements très différents, etc. Et donc, comme vous avez des rapports baryons sur matière noire qui sont différents d'une galaxie à l'autre, a priori, on s'attend à ce que finalement la fraction baryon-matière noire dans les galaxies dépende de l'histoire individuelle de chaque galaxie, qui peut être très différente, et dépend aussi de son environnement. Et donc, on ne s'attend pas, a priori, à avoir de relation 1 à 1 précise entre la distribution de baryons, de matière visible, et la distribution de matière noire dans les galaxies. Par contre, si vous avez, à l'échelle des galaxies, une modification effective de la gravitation, alors par définition, ce que ça veut dire, une modification effective de la gravitation, ça veut dire que la source de votre champ gravitationnel, c'est uniquement la matière visible. Et donc à ce moment-là, par définition, en fait, ce à quoi on s'attend pour une modification effective de la gravitation, c'est une relation 1 à 1 entre la distribution de matière visible et le champ gravitationnel. Par exemple, en fonction de la distance ou en fonction de l'intensité du champ gravitationnel, selon que votre modification va être une modification en fonction de l'intensité du champ gravitationnel ou en fonction de la distance. Bien, alors, il y a d'autres choses, c'est-à-dire qu'a priori, il y a une forme d'unicité qui est prédite dans le modèle lambda-CDM, c'est que si vous avez une vitesse circulaire donnée asymptotique pour un halo de matière noire donné, si vous avez un halo de masse donnée, a priori, vous vous attendez à un seul et unique profil de matière noire pour cette échelle de masse donnée. Et donc, vous vous attendez à avoir une certaine unicité de la forme des courbes de rotation pour des vitesses circulaires données. Et il se fait qu'en réalité, pour une vitesse circulaire donnée, vous avez une grande diversité de formes de courbes de rotation et donc de formes de halo de matière noire.
Certains qui ont des cuspides, en fait, il y a certaines courbes de rotation pour lesquelles on peut fitter des cuspides. Pour la grande majorité, on ne peut pas fitter les cuspides qui sont prédits. On s'attend donc, dans le modèle standard, à ce qu'il y ait ce qu'on appelle un feedback qui va changer le profil de matière noire. Mais il se fait que, donc, ici, pour une vitesse circulaire donnée, vous allez avoir des formes différentes. Donc, la courbe en bleu ici n'a pas du tout la même forme que la courbe orange ici, en fonction pour différentes galaxies. Par contre, en réalité, donc, ce qui se passe, c'est que ces formes des galaxies, elles ne dépendent pas du tout de la vitesse circulaire des galaxies, mais elles dépendent bien de quelque chose. Elles dépendent de la densité de surface de la matière baryonique. Donc, vous avez une diversité de profils observés de courbes de rotation pour une vitesse circulaire donnée, qui n'est a priori pas attendue, si ce n'est qu'il faut qu'il y ait un certain feedback de la matière baryonique sur la distribution de matière noire. Mais ce feedback, on s'attend à ce qu'il soit un petit peu chaotique, qui dépende un peu de l'histoire de formation stellaire, de l'histoire de fusion, etc. des galaxies. Et donc on s'attend à ce moment-là pas à avoir une uniformité sur base d'un autre critère, mais il se trouve qu'on a une uniformité des profils observés, non pas en fonction donc, de la vitesse circulaire des galaxies, mais en fonction de leur densité de surface. Et il se trouve que la densité de surface, c'est une quantité, donc c'est masse sur distance au carré, qui est très fortement corrélée à l'accélération. Alors en outre, dans certaines galaxies, on peut voir que la forme de la courbe de rotation va suivre la forme de la courbe de rotation pour laquelle on s'attend à partir de la composante visible, alors que c'est des courbes de rotation qui sont complètement dominées par la matière noire. Et donc on ne comprend pas encore très bien aujourd'hui comment il se fait que ces courbes de rotation suivent les courbes de rotation prédites par la matière visible. Donc vous avez une grande différence en termes d'amplitude de la vitesse circulaire dans la vitesse observée et la vitesse prédite par le gaz ici. Mais a priori, on ne s'attendrait pas à ce que ces petites structures dans la courbe de rotation soient préservées à partir d'un halo de matière noire sphérique, alors que si vous avez une modification effective de la gravitation à ces échelles, eh bien évidemment, le boost ici, l'augmentation de la vitesse circulaire est entièrement due à la modification effective de votre loi de la gravitation, et donc on s'attend évidemment à ce moment-là à retrouver exactement les mêmes structures dans la courbe de rotation, mais simplement à une autre échelle. Alors, comme je le disais, s'il y a bien une modification effective de la gravitation à l'échelle des galaxies, alors on s'attend à trouver une forme de relation 1 à 1 entre la distribution des baryons et le champ gravitationnel, soit en fonction, par exemple, de la distance, soit en fonction de l'accélération. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, pour différentes courbes de rotation de galaxies, on peut rapporter la valeur de la vitesse circulaire observée à un rayon donné sur la vitesse circulaire produite par la composante baryonique. Et en réalité, ce rapport de vitesse circulaire au carré est une très bonne estimation du rapport entre la masse dynamique totale inscrite à l'intérieur d'un rayon donné et la masse visible. D'accord ? Donc, pour plusieurs courbes de rotation, on va regarder quel est ce rapport vitesse circulaire observée au carré sur vitesse baryonique au carré. Donc, en fait, quelle est la quantité de matière noire par rapport à la quantité de matière totale par rapport à la quantité de matière visible inscrite à l'intérieur d'un rayon donné. Donc, ici, vous avez le rayon. Et donc, vous voyez que vous avez pour une galaxie, là, vous avez une seule galaxie, vous voyez que vous avez une augmentation de la quantité de matière noire en fonction du rayon. Maintenant, si vous prenez une autre galaxie, vous avez le même type de comportement, mais vous voyez que les deux il n'y a pas de rapport 1 entre une galaxie et une autre galaxie, entre la distance et la quantité de matière noire que vous avez à l'intérieur d'un rayon donné. Et on peut rapporter comme ça sur ce graphe tout plein d'autres galaxies, et vous voyez que finalement vous avez un nuage de points sans relation bien précise, si ce n'est qu'à la très grosse louche, on peut voir que oui, il y a plus de matière noire à l'extérieur des galaxies qu'à l'intérieur, mais en réalité, vous n'avez pas de véritable relation. Alors pour les mêmes galaxies, vous pouvez regarder ce même rapport masse dynamique sur masse visible, cette fois-ci en fonction de l'accélération gravitationnelle produite par la composante baryonique de vos galaxies. Donc pour les mêmes galaxies,
vous voyez que quand l'accélération diminue, en réalité, donc quand vous éloignez du centre de la galaxie, vous avez votre accélération gravitationnelle engendrée par la matière baryonique qui diminue, et bien, de nouveau, vous voyez que la quantité de matière noire, le rapport matière noire sur matière visible, le rapport masse totale sur masse visible, augmente quand vous avez une diminution de l'accélération gravitationnelle. Et cette fois, on peut refaire le même exercice. On rapporte les points pour différentes galaxies. Et vous voyez que là, vous commencez à avoir une relation qui est intéressante. Ça commence à se ressembler beaucoup. Et puis voilà, si vous mettez près d'une centaine de galaxies les unes sur les autres, vous obtenez une relation en réalité très précise entre l'accélération gravitationnelle et la quantité de matière noire que l'on infère en gravitation newtonienne. Et ça, c'est une très forte indication. Vous avez une véritable relation 1 à 1 entre la distribution de la matière visible et la distribution de matière noire, ou en tout cas le champ gravitationnel à l'échelle des galaxies, qui est une très forte indication qu'il y a soit une modification effective de la gravitation à l'échelle des galaxies, soit qu'il y a en tout cas une relation entre la matière noire et la matière visible, un petit peu plus fondamentale et plus complexe que dans l'action que je vous ai montrée. Alors l'espoir, évidemment, dans le cadre du modèle standard, c'est que cette relation soit une relation émergente qui proviennent des interactions gravitationnelles entre la matière noire et la matière visible. Vous avez donc des effets de feedback lors des explosions de supernovas qui vont déplacer des grandes quantités de gaz à l'intérieur des galaxies, et ce gaz, gravitationnellement, va tirer, pousser la matière noire un peu dans tous les sens. Et puis on espère qu'au final, une relation émergente de ce type-là pourra être expliquée à partir de processus physiques un petit peu chaotiques et complexes. Ça peut arriver. A priori, aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à expliquer comment des processus a priori un petit peu chaotiques pourraient arriver à reproduire une relation aussi précise. Et une donnée très importante dans cette relation, vous voyez qu'ici, vous avez un rapport 1, masse totale sur masse visible de 1. Ça veut dire en réalité que pour ces accélérations ici, vous n'avez absolument pas besoin de matière noire pour expliquer vos observations. Et puis, ça commence à augmenter lorsque l'accélération diminue. Et en fait, il y a une accélération de transition ici, qu'on va noter à 0, qui est de l'ordre de 10 exposant moins 10 mètres par seconde au carré. Donc c'est 100 milliards de fois plus faible que l'accélération gravitationnelle sur Terre. Et il se fait qu'en unité qu'on appelle unité naturelle, si vous prenez la vitesse de la lumière égale à 1, eh bien, ça va correspondre à la racine carrée de la constante cosmologique. Et donc, je vous avais dit que dans le cadre du modèle standard, il serait bienvenu qu'on n'ait pas trop de relation entre la matière noire et la matière visible. Ben, c'est raté, vous avez une relation. Et qu'en plus, on n'ait pas trop de relation entre la matière noire et la constante cosmologique, ou ce qu'on appelle l'énergie noire. Et de nouveau, c'est raté, puisqu'il semble qu'il y ait une échelle commune entre la phénoménologie associée à la matière noire et la phénoménologie associée à la constante cosmologique et donc à l'énergie noire. Donc, évidemment, ce sont des indices qui nous poussent à continuer à investiguer des modèles alternatifs au modèle standard de la cosmologie. Et donc, cette fameuse accélération à 0, elle n'apparaît pas que comme accélération de transition, elle apparaît aussi dans la fameuse relation baryonique de Tully-Fisher, que Françoise vous a déjà présentée, qui est une relation univoque entre la masse baryonique des galaxies et la vitesse circulaire asymptotique. Donc vous avez ici la masse baryonique des galaxies, vous avez ici la vitesse circulaire asymptotique mesurée pour des galaxies spirales. Donc c'est de nouveau une relation qui relie de manière très claire la masse baryonique des galaxies à la vitesse circulaire qui, elle, devrait être entièrement engendrée par le halo de matière noire. Et donc il se trouve que si on avait dans toutes les galaxies la fraction de matière noire cosmologique, on s'attendrait non seulement à avoir beaucoup plus de baryons dans les galaxies, et en plus à avoir ici une pente logarithmique de 3, donc pour cette relation baryonique de Tully-Fisher. Et il se trouve que les observations nous montrent qu'on a une pente de 4, et en plus de ça, qu'on a en fait une dispersion autour de cette relation qui est extrêmement petite. Et en réalité, au sein des erreurs observationnelles, c'est consistant avec une dispersion nulle autour de cette relation. Alors évidemment, dans les modèles de formation des galaxies, dans le cadre du modèle standard, on peut s'arranger pour éjecter énormément de baryons des galaxies. Et vous avez ici, par exemple, dans les simulations illustrices,
qui sont des simulations très récentes de formation des galaxies dans un contexte cosmologique dans le cadre du modèle standard. Vous avez les galaxies simulées qui sont rapportées ici pour cette relation baryonique de Tully-Fisher. Donc ici, cette relation, c'est bien une relation entre la masse baryonique et la vitesse circulaire asymptotique des galaxies, pas la vitesse circulaire maximum. En fait, si vous regardez la vitesse circulaire maximum, vous avez beaucoup plus de dispersion dans la relation, et en plus, vous n'avez pas exactement la même pente, c'est plutôt une pente de 3,5 qu'une pente de 4. Donc là, vous avez les dispersions lorsque vous regardez les vitesses circulaires maximales, mais en orange, vous avez les observations. Ici, vous avez la toute petite dispersion à partir des vitesses circulaires asymptotiques. Donc il faut comparer la distribution des points bleus ici à la bande orange ici, et vous voyez que non seulement vous n'avez pas exactement la bonne pente, en réalité, pour les galaxies assez massives, vous avez supprimé trop de baryons, et en plus, ce qui est le plus important, c'est que c'est très difficile d'obtenir une relation avec une dispersion aussi faible que celle qui est observée. Et il se trouve en l'occurrence qu'en plus, donc, le plateau, donc ici, lorsque vous exprimez la relation comme le logarithme de la masse baryonique égale 4 fois le logarithme de la vitesse circulaire asymptotique moins une normalisation log bêta, eh bien dans ce bêta, vous allez de nouveau avoir l'apparition de cette accélération A0, qui est l'accélération de transition à partir de laquelle la matière noire apparaît. Donc A0, c'est typiquement la vitesse circulaire à la puissance 4 divisée par G fois la masse baryonique, et c'est exactement la même valeur que la valeur de transition que je vous ai montrée avant. Et donc, a priori, dans le cadre du modèle standard, il n'y a absolument aucune raison, a priori, pour que l'accélération gravitationnelle à partir de laquelle vous commencez à avoir un effet de matière noire dans les galaxies soit la même que l'accélération gravitationnelle qui fixe le plateau des courbes de rotation et qui fixe le point zéro de la relation de Tully-Fisher. Et il se trouve qu'il y a plus de 30 ans maintenant, avant qu'on ait des données en fait, aussi précises sur les courbes de rotation des galaxies, sur la distribution de matière noire dans les galaxies dans l'univers proche, un physicien israélien, Milgrom, a proposé une modification des lois de la dynamique, qui peut s'interpréter comme une modification effective de la gravitation, qui pourrait expliquer, en fait il a construit cette loi pour expliquer les prémices qu'on avait à l'époque d'indication de l'existence de cette loi de Tully-Fisher. Et donc toutes ces occurrences indépendantes de A0, alors quand je dis toutes ces occurrences indépendantes, je vous en ai cité deux principales, mais en réalité il y en a d'autres. C'est-à-dire que si vous divisez la constante A0 par la constante gravitationnelle G, A0 sur G, vous obtenez une densité de surface, et cette densité de surface va être la densité de surface maximale, moyenne maximale, au-delà de laquelle vous n'avez plus de disque, vous n'avez plus de galaxies spirales, mais vous avez des galaxies elliptiques. C'est aussi cette densité de surface à 0 sur G va aussi typiquement être de l'ordre de la densité de surface caractéristique des halos de matière noire qu'on fit aux galaxies. Donc si vous avez la densité centrale de matière noire et vous avez ce qu'on appelle le rayon du cœur du halo de matière noire, vous multipliez les deux et vous obtenez quelque chose de l'ordre de A0 sur G. Donc il y a d'autres occurrences indépendantes, a priori indépendantes de cette fameuse accélération dans la phénoménologie observée des galaxies. Et donc en fait, toutes ces occurrences indépendantes peuvent être expliquées à partir d'une loi très simple, donc on appelle la loi de Milgrom, et qui nous dit simplement que la gravitation revient à la gravitation newtonienne pour les accélérations gravitationnelles beaucoup plus grandes que la constante A0. Et par contre, quand vous êtes largement en dessous de l'accélération gravitationnelle à zéro, donc ce qui ne se produit a priori que dans les parties externes des galaxies, eh bien, la gravitation, c'est simplement la racine carrée de la gravitation newtonienne fois cette nouvelle constante de la nature à zéro, qui n'en est pas vraiment une, puisque je vous ai dit que c'était simplement, typiquement, de l'ordre de grandeur de la racine carrée de la constante cosmologique. Alors cette loi, évidemment, on peut très rapidement voir qu'elle ne peut pas être une loi exacte, elle peut être valable uniquement en symétrie sphérique. Et donc, on peut modifier la gravitation classique, la gravitation de Newton, en utilisant une généralisation non linéaire de l'équation de Poisson, un peu en analogie avec la première équation de Maxwell, l'équation de Gauss, dans des milieux électriques non linéaires. Donc, vous allez avoir une permittivité qui va elle-même dépendre du champ électrique. Donc, vous allez typiquement avoir une équation du type divergence de mu
une fonction mu, une permittivité mu du champ gravitationnel fois le champ gravitationnel égale 4π0. Et à partir de là, cette fonction de transition mu, elle doit être égale à 1 quand vous avez des accélérations g très grandes, et elle doit être égale à g sur A0 quand vous avez des accélérations g très petites. Et la transition exacte entre ces deux régimes, a priori, est libre, mais devrait évidemment venir d'une théorie sous-jacente. Il se trouve qu'en fait, on a développé énormément de théories effectives depuis 1983, tentant de reproduire cette loi de Milgrom en symétrie sphérique, en champ faible et pour des systèmes statiques. Mais aujourd'hui, cette loi ne dérive pas encore, ne dérivera peut-être jamais d'ailleurs. Il se trouve que ça pourrait également être une loi émergente qui vient effectivement des processus de feedback à l'échelle des galaxies. Elle ne dérive pas aujourd'hui de principes fondamentaux. Néanmoins, à titre d'exemple, dès 1984, on s'est rendu compte qu'on pouvait très simplement obtenir une modification effective de la gravitation de ce type en ajoutant, donc, si vous vous rappelez du slide que je vous avais montré auparavant, montrant les différentes manières dont on pouvait modifier l'action, eh bien, vous pouvez rajouter un champ scalaire dans la dynamique de la gravitation. Pour l'action de votre champ scalaire, vous allez prendre une action de type qu'on appelle de type K-essence, donc qui va dépendre ici des dérivées premières du champ scalaire. Vous allez avoir une fonction f ici qui va dépendre de g mu nu, d mu phi, d nu phi, dans laquelle vous allez introduire à la main cette fameuse constante à 0, et on peut retrouver la dynamique de monde si on donne deux conditions limites sur cette fonction x, sur cette fonction f de x. Par contre, juste avec un champ scalaire, c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir aussi un renforcement des effets de l'antigravitationnel, parce que, comme je vous l'ai dit au début, on a besoin de masse manquante pour expliquer la dynamique dans les galaxies, mais on a aussi besoin de masse manquante pour expliquer l'augmentation, le renforcement des effets de l'antigravitationnel dans les galaxies. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué pour obtenir un renforcement des effets de l'antigravitationnel. Donc il y a eu des propositions qui ont été faites beaucoup plus tard, à partir du début des années 2000, en ajoutant un champ vectoriel, en proposant des théories bimétriques. Donc depuis 10 ans, en fait, on a une pléthore de modèles relativistes qui peuvent reproduire cette dynamique qu'on va appeler dynamique milgromienne à l'échelle des galaxies. Et donc la dynamique milgromienne est un effet renforcé de l'antigravitationnel où vous allez inférer le même boost de gravitation pour les effets de l'antigravitationnel que pour la dynamique, pour des systèmes donc, statiques et à symétrie sphérique, avec des petites déviations à la loi de Milgrom, évidemment inhérentes aux théories lorsque vous sortez de la symétrie sphérique. Mais il faut garder à l'idée ce que je vous avais dit à propos du fond diffus cosmologique, où on a besoin d'avoir un degré de liberté qui se comporte comme un fluide de poussière sans dissipation à l'échelle du fond diffus cosmologique, au moment du découplage et avant le découplage. Et donc, en fait, la plupart de ces théories ont de grandes difficultés à reproduire le fond diffus cosmologique et les fameux pics dans l'expansion en harmonique sphérique que je vous ai montré pour le fond diffus cosmologique. Et en réalité, une des seules théories, à ma connaissance à ce jour, qui reproduisent la dynamique de monde à l'échelle des galaxies et qui reproduisent le fond diffus cosmologique, ce sont des modifications effectives de la gravitation qui sont plus dues à une modification de l'action de matière que de l'action de la gravitation proprement dite, et ça va typiquement être le type de théorie que Luc Blanchet vous a présenté il y a quelques semaines. Alors, pour être un peu plus précis, quand je vous dis que l'ensemble des différentes occurrences a priori indépendantes de A0 en dynamique des galaxies peuvent être expliquées par la dynamique milgromienne, eh bien, donc, quelques lois dérivant de cette fameuse loi de Milgrom, donc, qui sont des lois qui sont à la loi de Milgrom ce que, par exemple, les lois de Kepler vont être à la loi de Newton. Bien, vous avez une accélération, comme vous avez l'accélération gravitationnelle est la racine carrée de l'accélération newtonienne fois A0, eh bien, au lieu de tomber en 1 sur R carré, l'accélération va typiquement tomber en 1 sur R, du moins jusqu'à ce que votre système ne soit plus dominé par sa gravitation interne, mais par une gravitation externe. À partir de ce moment-là, vous allez retomber sur une accélération en 1 sur R carré. Mais tant que vous êtes dominé par la gravitation interne, vous avez une accélération en 1 sur R dans les parties externes des galaxies, et donc, par définition, puisque l'accélération centripète c'est V carré sur R, eh bien, vous allez avoir une vitesse asymptotique
qui va être constante, et donc vous allez avoir une courbe de rotation plate. Par définition, évidemment, puisqu'on dit que la gravitation est newtonienne quand l'accélération gravitationnelle est plus grande que A0 et qu'elle est milgromienne lorsqu'elle est beaucoup plus petite que A0, évidemment, par construction, A0 va être l'accélération de transition. Donc vous reproduisez le fameux graphe que je vous ai montré tout à l'heure, où vous voyez cette transition à A0, de nouveau par construction, mais il se fait que ça a été proposé il y a plus de 30 ans, à un moment où on n'était pas du tout certain que cette accélération de transition allait vraiment être présente. Donc il y a des tas de galaxies, notamment les galaxies à faible brillance de surface, pour lesquelles on n'avait absolument aucune donnée en 1983 quand cette dynamique milgromienne a été proposée. Vous avez également donc qu'à grand R, tiens, j'ai écrit quelque chose en anglais là. Vous avez l'accélération centripète qui va être égale à la racine carrée de Gm fois A0 sur R si vous êtes à peu près en symétrie sphérique à grand rayon. Et donc par construction aussi, vous allez obtenir la relation baryonique de Tully-Fisher. Et il se trouve que vous allez aussi avoir, par définition, puisque vous avez une modification effective de la gravitation, une corrélation entre la densité de surface baryonique moyenne et le profil de la courbe de rotation. Donc vous résolvez ce fameux problème d'uniformité de la forme des courbes de rotation en fonction de la densité de surface baryonique, du fait que la densité de surface baryonique est directement reliée à l'accélération, puisque ça va typiquement être une quantité du type m sur r carré, et votre accélération gravitationnelle va, elle, typiquement être de l'ordre de gm sur r carré. Et vous avez aussi le fait que, donc les autres occurrences dont je vous avais parlé très rapidement, le fait que A0 sur G soit une densité de surface critique pour la stabilité des disques, et que A0 sur 2πg soit la densité de surface centrale caractéristique des halos de matière noire qu'on peut inférer si on se place, si on considère que le champ gravitationnel qui est prédit par la dynamique milgromienne, si on l'interprète dans le cadre de la dynamique newtonienne, à ce moment-là, on va inférer un halo de matière noire et on peut à ce moment-là calculer quelle va être la densité de surface centrale caractéristique de ces halos. Et il se trouve que ça correspond aussi à ce qu'on observe. Alors, si on prend des rapports masse-luminosité qui évoluent avec la couleur des galaxies, comme prédit par les modèles de synthèse de population stellaire, on peut arriver, avec une seule valeur de A0, à reproduire des courbes de rotation pour toute une série de galaxies de types très différents. Vous avez des galaxies à très faible densité de surface, vous avez des galaxies à très haute densité de surface, différents profils de courbes de rotation. Vous voyez ici, vous avez une galaxie à faible brillance de surface, faible densité de surface. Vous avez une augmentation progressive de la courbe de rotation en fonction du rayon. Ici, vous avez une galaxie à plus haute brillance de surface où vous allez avoir une augmentation plus rapide. Donc tous les profils sont à peu près reproduits avec une seule valeur de A0 et ici, en l'occurrence, une seule forme pour la transition. Donc à l'échelle des galaxies, cette dynamique milgromienne marche extrêmement bien. Et donc aujourd'hui, le problème fondamental qui se pose, c'est de savoir, dans le cadre du modèle standard, comment est-ce qu'on va pouvoir faire émerger cette loi purement phénoménologique observée qui marche extrêmement bien. Et par contre, si vous voulez modifier de manière effective la gravitation pour reproduire cette loi, à ce moment-là, comment est-ce que vous réussissez à vous réconcilier avec les succès très impressionnants du modèle standard à grande échelle? Et notamment, le modèle standard, il marche très bien pour le fond diffus cosmologique, pour la distribution des structures à grande échelle, et il marche aussi assez bien en fait, à l'échelle des amas de galaxies, où vous avez vu que tout à l'heure, même pour la fraction de baryon, vous aviez à peu près la fraction de baryon cosmologique dans les amas de galaxies. Il se trouve que dans les amas de galaxies, par contre, si vous appliquez exactement la même loi de dynamique milgromienne qui marche extrêmement bien dans les galaxies, eh ben, ça ne marche pas du tout dans les amas de galaxies. Donc simplement, il se fait que dans les amas de galaxies, on a besoin de matière noire, y compris dans les parties centrales des amas de galaxies. Or, il se trouve que la gravitation, l'accélération gravitationnelle dans les parties centrales des amas de galaxies, elle est plusieurs fois supérieure à cette fameuse accélération de transition à zéro. Donc, a priori, à partir de la dynamique milgromienne, vous prédisez qu'il ne devrait pas y avoir d'effet de matière noire au centre des amas de galaxies. Or, on observe un effet de matière noire, donc ça veut dire que si vous vous placez dans le cadre d'une dynamique modifiée à la Mond, eh bien, vous devez avoir une masse manquante additionnelle concentrée au centre. Donc vous avez quand même besoin de matière noire à l'échelle des amas de galaxies. Alors, il se peut que ce soit simplement le nouveau degré de liberté dans votre théorie sous-jacente qui se comporte comme de la matière noire à ces échelles-là, et d'ailleurs qui a besoin de se comporter aussi comme de la matière noire à l'échelle du fond diffus. Et donc les amas, à ce moment-là, seraient une échelle intermédiaire où vous commenceriez à avoir une modification effective de la gravitation, mais où le nouveau degré de liberté se comporterait encore
comme de la matière noire, et c'est a priori le type de comportement attendu dans les théories de matière noire dipolaire. Vous pouvez aussi avoir un mélange de gravitation modifiée et de matière noire. Alors à ce moment-là, il ne faut pas que votre matière noire soit présente à l'échelle des galaxies, parce que si vous avez une modification de la gravitation qui marche très bien à l'échelle des galaxies et que vous avez de la matière noire en plus, ça pose problème. Donc il faut que ce soit de la matière noire chaude, donc ça pourrait être par exemple des neutrinos stériles assez peu massifs, de l'ordre de quelques électronvolts, de l'ordre de la dizaine d'électronvolts, qui pourraient être présents massivement à l'échelle des amas de galaxies, mais ne pas trop influencer le champ gravitationnel à l'échelle des galaxies. Et en plus, donc, ça pourrait aussi résoudre le problème du fait que vous avez besoin de quelque chose qui se comporte comme de la matière noire à l'échelle du fond diffus cosmologique. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de réaliser des simulations cosmologiques avec une dynamique de type monde plus de la matière noire chaude de type neutrino stérile, et on a beaucoup de problèmes, ça ne marche pas très bien. Donc ce n'est sans doute pas une solution qui soit ni très élégante, ni qui marche très bien. Et puis vous pouvez encore avoir le fait que vous avez la matière noire à l'échelle des amas de galaxies. Si vous avez une dynamique modifiée, il pourrait tout simplement s'agir des fameux baryons manquants, ce qu'on pourrait appeler donc de la cluster baryonic dark matter, CBDM, puisque donc on voit très souvent le diagramme en tarte avec 5% de matière baryonique, un peu plus de 20% de matière noire et le reste en énergie noire. On voit un peu moins souvent le diagramme en tarte de la matière baryonique elle-même, où il se trouve que là c'est un diagramme très généreux, donc on a maximisé la quantité de baryons qu'on aurait pu détecter dans la forêt Lyman-Alpha et dans le warm hot intergalactic medium ici, et il se trouve que même en maximisant la quantité de baryons qui pourrait a priori être présente dans ces régions, on se retrouve encore avec 30% de baryons noirs dont on ne sait pas s'ils sont ici ou s'ils sont là, ou s'ils sont dans les galaxies ou s'ils sont dans les amas de galaxies. Et il se trouve que si vous regardez le milieu, le gaz à l'intérieur des amas de galaxies, puisque dans les amas de galaxies, l'essentiel de la masse est sous forme de gaz, vous avez simplement ici 4% de la matière baryonique qui est sous cette forme-là. Donc il suffirait ici de rajouter un petit peu de ces baryons noirs, hop, ici, dans les amas de galaxies. Il faut évidemment que ces baryons noirs soient sous une forme sans collision, sans dissipation, ce qu'on va voir sur le transparent suivant. Puisque finalement, une manière de distinguer ces modifications de la gravitation d'un fluide de particules, d'un fluide de poussière, donc de matière noire de type particule, telle qu'on la suppose généralement, eh bien, l'idéal, c'est d'isoler la matière ordinaire de la matière noire. Et donc ça peut arriver lorsque vous avez des interactions entre galaxies ou entre amas de galaxies. Et ici, on a deux cas en fait, opposés. Un à l'échelle des galaxies, donc où les modifications effectives de la gravitation semblent très bien fonctionner, et un à l'échelle des amas de galaxies, où on sait déjà par ailleurs que la loi milgramienne ne marche pas trop bien. Par contre, on pourrait se dire tiens, que peut-être cette fameuse constante A0, elle varie en fonction de l'échelle, qu'elle est plus grande dans les amas de galaxies, et donc vous pourriez quand même peut-être avoir simplement une modification de gravitation à l'échelle des amas de galaxies. Alors ici, les objets qu'on regarde, ce sont ce qu'on appelle des galaxies naines de marée, qui sont des galaxies, donc vous avez deux galaxies spirales qui sont entrées en interaction, et vous avez des queues de marée qui sont créées dans cette interaction entre deux grandes galaxies spirales. Et dans ces queues de marée, vous allez avoir du gaz qui va recollapser et former des petites galaxies qu'on appelle galaxies naines de marée, et qui sont essentiellement composées du matériel qui était présent à l'intérieur des disques en rotation des deux progéniteurs. Et il se fait qu'a priori, dans le modèle standard de la cosmologie, la matière noire, elle n'est pas du tout distribuée dans les disques galactiques, elle est distribuée dans des halos plus ou moins sphériques autour des disques des progéniteurs. Et donc il se fait que la prédiction du modèle standard a priori, c'est que pour ces galaxies naines de marée, vous ne devrez quasiment pas avoir de matière noire, et donc vous avez effectivement séparé la matière ordinaire de la matière noire. Et donc vous avez aussi un effet de collision ici pour l'amas du boulet dont Françoise vous a déjà parlé à plusieurs reprises, où là vous avez deux amas de galaxies, cette fois-ci à une échelle beaucoup plus grande, qui sont entrés en interaction, et où donc a priori dans le cadre du modèle standard, comme vous avez la majorité de la masse qui est sous forme de gaz dans les amas de galaxies, vous avez, du fait de la dissipation, vous avez un effet de collision qui a ralenti le gaz dans la collision, et par contre, comme la matière noire est supposée être non dissipative et non collisionnelle, eh bien, elle a supposément continué son chemin. Donc si on observe des pics
du champ gravitationnel inféré à partir des lentilles autour de la matière visible, on s'attendrait à ce moment-là à avoir plutôt une modification de la gravitation, alors que la prédiction du modèle standard est que ça devrait être découplé de la position du gaz. Il se fait que dans le cas de l'amas du boulet, les effets de l'antigravitationnel permettent d'inférer une présence de matière noire qui est effectivement décalée de la présence de matière visible. Alors a priori, on pourrait se dire, bon, ben, en gravitation modifiée, ce n'est pas un si gros problème, puisqu'a priori, dans les galaxies, la matière noire finalement inférée à partir de la dynamique milgaumienne, elle n'est pas du tout située dans la partie où la matière visible est concentrée. Donc il se fait que j'ai moi-même travaillé sur ce problème et on a essayé de modéliser cet amas du boulet, les effets de l'antigravitationnel de l'amas du boulet en dynamique milgaumienne et on a conclu qu'effectivement on avait besoin de matière noire dans les proportions identiques à celles dont on a besoin pour expliquer les profils de température du gaz chaud dans les autres amas. Mais en plus de ça, donc, on a pu montrer que cette matière noire, elle devait effectivement être concentrée hors de la position du gaz, et que donc il y avait de la matière noire, de la masse manquante additionnelle dans cet amas du boulet, et qu'en plus elle se comportait de manière non collisionnelle. Et donc, en fait, elle se comporte comme ce nouveau degré de liberté doit se comporter à l'échelle du fond diffus cosmologique. Par contre, dans les galaxies naines de marée ici, a priori, la prédiction, c'est qu'on ne devrait pas avoir de matière noire. Donc, la prédiction du modèle standard, ce serait que les courbes de rotation de ces galaxies, de ces petites galaxies naines de marée qui sont ici, les courbes de rotation devraient être les courbes rouges qu'on a ici. Et il se fait que, par contre, les courbes de rotation observées, donc par Bourneau et al. En 2007, sont largement supérieures à ce qui est prédit par le modèle standard. Alors là, on a un petit peu d'incertitude du fait de l'inclinaison, c'est-à-dire que si ces galaxies sont en réalité complètement vues par la tranche, vous pouvez baisser la vitesse circulaire observée de manière à être à peu près consistant avec les prédictions du modèle standard, mais a priori, pour les inclinaisons les plus probables, vous avez une présence de matière noire qui pourrait, à ce moment-là, être de la matière noire baryonique qui serait présente dans les disques des galaxies progéniteurs. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que, lorsqu'on applique la loi de Milgrom, la dynamique milgromienne, eh bien, on obtient les courbes noires qui sont absolument parfaites? Et donc ça veut dire qu'en réalité, on peut résumer ça en disant simplement que la vitesse circulaire asymptotique typiquement prédite pour ces galaxies, elle est en parfait accord avec la relation baryonique de Tully-Fisher. Sauf que, si c'est bien le cas, il semble que la relation baryonique de Tully-Fisher, elle soit une relation avec une extrêmement faible dispersion est due peut-être à un phénomène émergent dû à des phénomènes de feedback dans les grandes galaxies spirales, et donc donnant une relation univoque entre la distribution de matière visible et la distribution de matière noire de type particule. Et ici, le même type de relation marcherait, mais cette fois-ci pour de la matière noire de type baryonique, donc pour une matière noire qui serait de nature du type des baryons manquants. Donc c'est quand même très curieux comme coïncidence. Et évidemment, en fait, dans un cas comme dans l'autre, on a besoin de beaucoup plus d'objets pour tirer des conclusions plus sûres. Mais vous voyez que donc la contradiction entre la dynamique milgromienne qui marche très bien à l'échelle des galaxies et le modèle standard qui marche très bien à l'échelle des amas de galaxies et au-delà, eh bien, elle reste valable quand vous utilisez des systèmes où la matière ordinaire et la matière noire ont dû être séparées. Alors, il y a autre chose dont on vous a déjà parlé dans ces cours, dont Rodrigo Ibata a dû vous parler, qui est qu'on ne comprend absolument pas la distribution spatiale et la cinématique des galaxies satellites autour de notre Voie lactée et autour de la galaxie Andromède. Il se trouve qu'en réalité, donc, ce qu'on a constaté, on a pu le constater également récemment dans l'univers proche, il semble que les galaxies satellites autour des grandes galaxies spirales comme la Voie lactée ou Andromède sont, pour au moins la moitié d'entre elles, situées dans des disques très fins qui semblent être en rotation autour de leur galaxie hôte. Ici, vous avez le disque de la Voie lactée, ici, vous avez la distribution des galaxies satellites, ici, vous avez la galaxie Andromède, ici, vous avez le fameux disque en rotation qui comprend la moitié des galaxies satellites d'Andromède. Et que lorsque vous observez des paires de galaxies autour des galaxies hôtes, il se trouve que quand une tourne dans un sens, pour plus de 90% d'entre elles, vous avez l'autre galaxie qui tourne dans l'autre sens. Enfin, c'est-à-dire que vous avez la vitesse observée long de la ligne divisée qui est opposée, ce qui n'est pas du tout ce qui est prédit a priori par le modèle standard pour la distribution des galaxies satellites. Alors, voilà, aujourd'hui, quelque chose qu'on ne comprend absolument pas et qu'on a énormément de mal à expliquer simplement à partir
qu'on aurait beaucoup de mal à expliquer à partir des simples effets de feedback qu'on peut utiliser pour expliquer, par exemple, la relation baryonique de Tully-Fisher. On peut se dire qu'il y a une relation entre ces plans de satellites et, par exemple, les filaments le long desquels les satellites sont accrétés, mais il se fait qu'il y a une échelle de 10, 100, 1000 entre la taille de ces disques de satellites et la taille des filaments de matière noire. Donc c'est comme si vous essayez d'expliquer la présence d'un embouteillage à Paris avec quelque chose qui se passe à Marseille. Donc c'est très très difficile à expliquer dans le cadre du modèle standard. Même s'il y a un certain nombre de coïncidences, comme le fait que ces disques de satellites semblent être alignés quand même avec les filaments à grande échelle. Donc il y a des choses qu'on ne comprend pas du tout aujourd'hui dans la distribution des galaxies satellites, donc je voulais le préciser. Et donc très rapidement, je vais faire quelques slides de conclusion, mais je vais passer très vite dessus. Tout d'abord, le fond diffus cosmologique et la structure à grande échelle de l'univers, ainsi que les amas de galaxies, sont parfaitement compris et expliqués a priori dans le cadre du modèle standard. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de grosses tensions. Il y a des petites tensions dont Françoise vous a parlé tout à l'heure, mais qui ne sont pas très inquiétantes. Et donc, dans ce cadre, la matière noire, elle est faite de particules. Elle forme un flux de poussière sans dissipation. Vous avez une constante cosmologique à peu près de l'ordre de 10 exposant moins 52 par mètre carré, qui n'a absolument aucun lien avec la matière noire, dont on ne comprend absolument pas la valeur. Et vous avez donc une action de ce type-là pour la gravitation. Et donc, évidemment, ce modèle-là, il sera véritablement ancré définitivement comme quelque chose d'à peu près certain quand on aura détecté dans des expériences de détection directe les fameuses particules de matière noire qui sont censées composer le halo de matière noire de notre Voie lactée. Alors il y a deux gros problèmes aux échelles galactiques pour ce modèle standard de la cosmologie. Tout d'abord, il y a le fait que le champ gravitationnel des galaxies est entièrement prédictible à partir de la distribution de matière ordinaire dans les galaxies, puisque la loi de Milgrom permet, a priori, si vous me donnez le profil de distribution de matière ordinaire dans une galaxie, j'utilise la loi de Milgrom, je peux vous prédire la courbe de rotation, ce que je ne peux pas faire évidemment dans le modèle standard de la cosmologie. Alors ça pourrait être un phénomène émergent lié à la physique compliquée des baryons aux échelles galactiques, ou c'est suggestif d'un lien entre le champ gravitationnel, les baryons et un nouveau degré de liberté lié à la matière noire dans l'action, via une nouvelle constante A0 qui a priori apparaît dans cette relation univoque et qui, par hasard ou non, est de l'ordre de la racine carrée de la constante cosmologique. Et donc là, on est dans cette optique-là, il faut faire des recherches théoriques qui permettraient d'expliquer comment, de manière fondamentale, on pourrait arriver à expliquer ces dynamiques milgromiennes. Et l'idéal, c'est évidemment qu'on puisse expliquer en même temps la constante cosmologique et l'apparence de A0 dans la dynamique modifiée. Mais attention, dans ces recherches théoriques-là, qu'il faut garder à l'esprit le fait qu'aux échelles cosmologiques, vous devez reproduire les effets d'un fluide de poussière sans dissipation. Donc ce n'est pas du tout évident d'à la fois modifier la gravitation pour expliquer ce qui se passe aux échelles galactiques, et même d'expliquer en même temps un lien avec la constante cosmologique, et puis en même temps d'avoir les effets d'un fluide de poussière sans dissipation dans le fond diffus cosmologique, et éventuellement aussi dans les amas de galaxies, sauf si la matière manquante dans les amas de galaxies est sous la forme de baryons manquants. Donc l'autre gros problème, comme je l'ai dit, c'est la distribution des galaxies satellites dans l'espace des phases, qui est en complète contradiction aujourd'hui avec les modèles. Il pourrait y avoir un lien avec les filaments, mais on a un facteur 100 à 1000 de différence en épaisseur entre les filaments et les disques de satellites. Alors, il existe des alternatives possibles. Par exemple, on pourrait s'imaginer qu'on s'est trompé dans l'origine des galaxies satellites autour des galaxies spirales, et qu'en réalité, une grande partie d'entre elles serait formée en fait, à partir de matériel éjecté des galaxies hautes, un peu comme ces fameuses galaxies naines de marée que je vous ai montrées tout à l'heure. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, ces fameuses galaxies naines de marée, tout ce qui vient du disque des progéniteurs ne peut pas avoir beaucoup de matière noire. Or, les galaxies satellites qu'on observe autour de la Voie lactée, elles ont énormément de matière noire. Et donc, de nouveau, dans ce cas-là, ça ne peut marcher qu'avec une modification effective de la gravitation aux échelles galactiques. Vous ne pouvez pas utiliser cette solution-là dans le cadre du modèle standard. Il faut absolument avoir une modification effective de la gravitation pour que ce genre de solution-là marche. Et donc voilà, donc, dans les années à venir, on va évidemment continuer, il y a des tas d'expériences qui vont continuer à chercher les particules de matière noire dans des expériences de détection directe et indirecte. Et puis, d'un point de vue de recherche en dynamique des galaxies notamment, on va continuer à essayer de réaliser des tests génériques qui nous permettent de trouver des différences fondamentales entre l'interprétation matière noire et modification effective de la gravité à l'échelle des galaxies. Et deux différences fondamentales, c'est que si vous avez une modification effective de la gravitation, vous n'avez pas d'effet de friction dynamique
entre les particules de matière noire et les galaxies satellites ou des masses importantes de matière visible. Et donc vous allez avoir toute une série d'effets différents, notamment au niveau des fusions de galaxies, au niveau de la dynamique des barres, au niveau de l'évolution des petits groupes de galaxies qui vont fusionner plus rapidement dans le modèle standard que dans des modèles de gravitation modifiée effective. Et l'autre différence fondamentale, c'est que typiquement, les modifications effectives de la gravitation prédisent un effet de champ externe, c'est-à-dire que vous avez une brisure du principe fort d'équivalence de la relativité générale, à savoir que la dynamique interne de vos objets peut être influée par le champ gravitationnel dans lequel les objets sont plongés, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, par construction en relativité générale. Et donc, vous pouvez avoir des tests qui permettent de distinguer ces approches à partir de ces deux différences fondamentales. Et donc, de manière plus générale, il faudra continuer à explorer la dynamique via plusieurs traceurs du champ gravitationnel, c'est-à-dire pas juste les courbes de rotation, mais aussi regarder la dispersion des vitesses des étoiles dans la direction verticale perpendiculaire au plan de la galaxie, regarder la dynamique des galaxies satellites qui sont accrétées et qui sont en train de se dissoudre dans le champ gravitationnel des galaxies par des effets de marée, où la forme de ces courants de marée va être influée par la forme du champ gravitationnel. Et évidemment, comme typiquement les théories effectives de modification de la gravitation prédisent ont des prédictions assez univoques pour la forme du champ gravitationnel dans les galaxies spirales, ça permettra de contraindre ces différentes théories avec ce genre d'observation. Et donc on a le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne qui a été lancé en décembre 2013, dont le catalogue final qui va donner les premières données d'ici à peu près un an, et dont le catalogue final sera publié en 2022, qui va nous permettre de mesurer la position et la vitesse de près d'1 milliard d'étoiles dans la Voie lactée avec une très grande précision, et ça permettra des tests de très grande précision qui permettront soit de confirmer que les prédictions de la dynamique milgaussienne sont vraiment extrêmement précises et marchent extrêmement bien à l'échelle des galaxies, ou permettront, puisque les observations sont d'une très grande précision, permettront d'exclure ce genre de théorie. Et en parallèle avec ça, il faudra continuer à maîtriser la connaissance de la masse baryonique des galaxies, puisque je vous rappelle qu'on a encore des incertitudes quand même sur le rapport masse-luminosité de la composante stellaire. Donc il ne faut pas penser que c'est uniquement de la recherche de type cosmologie et théorie de gravitation modifiée. La physique stellaire, ça reste très important. Il faudra continuer à comprendre et à mieux comprendre la physique stellaire pour mieux contraindre les mécanismes de formation stellaire et de fonction de masse initiale, etc., dans les galaxies, pour mieux comprendre et mieux contraindre les rapports masse-luminosité de la composante baryonique, de la composante stellaire dans les galaxies. Voilà, je vous remercie de votre attention.